Bonjour et bienvenue en direct sur le Tour de la Provence à Marseille pour le prologue. Et comme vous le voyez, je suis avec une légende aujourd'hui, la légende Gianni Marcarini, que vous connaissez certainement pour tous les maillots. Vous le retrouvez donc chaque année sur les courses avec sa collection de maillots. Certains sont signés, on voit là l'équipe Ford, le maillot Molteni de Eddy Merckx, Jacques Anquetil, le maillot Bic, également le maillot Ford, et ici Mercier de Joop Zoetemelk, donc avec Raymond Poulidor, le maillot de Lucien Van Impe, de Bernard Thévenet, de tous les plus grands. Et puis il fut lui aussi un très grand coureur, Gianni Marcarini, donc qui fait toutes les courses, et il va nous livrer un petit peu des anecdotes, et notamment une anecdote avec, on va commencer par la première. Et oui, la toute première anecdote avec Marco Pantani. Racontez-nous, parce que vous êtes l'homme qui a rasé la tête à Marco Pantani. Voilà, alors je vous explique. Donc après le Tour de France, il y avait beaucoup de coureurs qui venaient, je les invitais à dormir chez moi, si j'avais dans j'ai une grande maison. Donc il est venu avec Capucci et un masseur. Et moi, j'étais peigné la Giscard d'Estaing. Alors Capucci m'a dit, oh, t'es pas bien comme ça, je vais te raser la tête. Bon, j'ai dit, ok pour moi. Et comme Pantani était là, Pantani et Capucci a dit, tiens, on va ça aussi. Non, il voulait pas. Si, alors il l'a tenu et moi, je lui ai rasé la tête. Et ben depuis, il est toujours, ça a été sa légende, le coureur, tout ça. Non, c'était un monsieur très, très gentil. Très gentil. C'est dommage que c'est mal fini pour lui, mais c'était une personne exceptionnelle. D'accord, eh bien. Merci pour cette première anecdote, parce que des anecdotes, vous en avez. Et oui, il y en a plein. Et alors, vous avez commencé le vélo dans les années 50, vous avez couru dans les années 60. Oui, 50 en Sicile. Moi, je suis de Bergame, en Italie, mais j'habite en Sicile pendant 3 ans. J'ai commencé à courir là-bas, oui. Et puis j'étais 10 ans professionnel, et puis voilà, depuis j'ai monté un magasin de vélo, puis autrement j'ai commencé à faire des ventes comme ça dans les événements, et puis ça n'arrête pas, quoi. D'accord. Alors, un souvenir avec Fausto Coppi. Ah, Photocopie. Alors j'étais mon idole, bien sûr, et j'étais amateur, et j'ai vu qu'il était engagé au Grand Prix d'Antibes. Alors j'ai dit, alors comment je vais faire? Alors j'ai eu l'idée, j'ai mis un maillot Peugeot que j'avais acheté, ou quelqu'un me l'avait prêté. J'ai trouvé un Dessart dans un vestiaire, et je me suis mis dans le peloton. En fait, j'ai passé ma journée à l'observer, à le suivre devant, derrière, et d'ailleurs il devait se dire, qu'est-ce que c'est que ce coureur qui me marque comme ça, alors que je suis venu là pour m'entraîner, quoi. Et finalement, après, j'ai fait quand même le sprint, je fais 4e. Et c'est un coureur qui correspondait au Dessart que j'avais trouvé. Et le lendemain, je lui ai dit, dis donc, tu marchais bien hier, tu as fait 4e. Ah oui, j'ai dit, bah, c'est moi, avec mon numéro. Ah bon. Bah, du coup, il m'a invité au restaurant, voilà. D'accord, donc voilà comment se faire inviter au restaurant. Alors, vous avez été un spécialiste des critériums. Ouais. Et Daniel Manjas vous parle toujours d'un critérium, le premier où il vous a vu. Est-ce que vous pouvez nous raconter cette anecdote, puisque on connaît bien Daniel Manjas? C'était sa première course comme ça, et il m'a vu pour la première fois du moins. Et il y avait un truc exceptionnel, c'était une prime de 100 000 francs, ça représentait 4 mois de salaire au premier tour, en critérium, au bout d'un tour, au premier tour. Alors moi, je me suis mis accroché à la barrière avec les courroies serrées, bien sûr. Mais on m'a dit non, t'as pas le droit de toucher la barrière, et on m'a mis le dernier. Et au fait, sur 1 kilomètre, j'ai réussi à doubler tout le peloton en montant sur le trottoir. Et j'ai doublé le peloton sur le trottoir, et j'ai gagné la prime de 100 000. Lui, ça l'avait marqué, quoi. Et puis c'est à chaque fois qu'il parle de moi, c'est un grand souvenir pour lui, quand j'ai débuté dans le métier. Et moi, c'était ma spécialité. D'ailleurs, on m'appelait Joss Rondal, le chasseur de primes. J'avais cette réputation-là. Et oui, c'est vrai qu'à l'époque, il y avait énormément de critériums, et ça représentait... Beaucoup de primes, d'ailleurs. D'ailleurs, une fois, j'ai reçu une insulte, et un spectateur qui m'a engueulé, il m'a traité de suceur de primes. Là, je crois qu'il a confondu suceur d'euros et chasseur de primes. Suceur de primes. Alors, le gars m'a dit, suceur de primes. Moi, j'avais rigolé. J'ai quand même gagné la prime.
Et oui, vous en gagnez beaucoup à l'époque. Alors, quelles autres anecdotes est-ce qu'on peut raconter comme ça avec... Tiens, J'ai écrit un livre, il y en a plein, mais voilà. oui, donc, C'est une anecdote, c'est pas tellement. C'était après la course, c'était avec Delgado, parce que Delgado, il habitait une semaine chez moi. Moi, j'ai sympathisé. Et quand il a gagné le Tour de France, il ne s'est pas arrêté, il s'est pas arrêté sur la ligne. Il a fait 400 mètres en vélo et il m'a remis sa montre, avec laquelle il a fait le Tour de France. Et là, tous les journalistes, ils couraient derrière lui. Il dit, qu'est-ce que c'est, comment ça se fait, mais qui êtes-vous? Ah bah, je suis son gourou, que je lui ai dit. Ah bon, vous appelez comment? Par contre, l'année d'après, il a perdu le Tour de France à cause de moi. Parce que, au départ de Luxembourg, il s'est chauffé, il s'est arrêté à mon stand à me parler. Et comme il y avait sa peña, donc un bus rempli de supporters, qui était de l'autre côté de la route, quand ils ont vu qu'il s'était arrêté à mon stand, ils ont sauté par-dessus les barrières et ils sont venus pour venir vers sur mon stand, quoi. Et lui, il m'a dit, parto porque me rompes les pelotas. Il est parti, comme ça, sans se prendre de repère, il s'est perdu. Et il a perdu 4 minutes, et puis le lendemain, il a eu une défaillance encore, il a perdu 10 minutes à cause de moi. Parce que j'étais pas là, et ben il a continué à s'échauffer, et puis ses supporters seraient restés derrière la barrière, quoi. C'est comme ça, hein. Mais on n'en a jamais parlé. Mais je traîne ça m'embête. et oui, non, mais c'est vrai que je ne connaissais pas moi-même cette anecdote. Alors, parce que comme on s'est vu au Grand Prix de Marseille, la Marseillaise, et puisqu'on a montré le maillot BIC, est-ce que vous avez une anecdote avec Jacques Anquetil? Ou qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur Jacques Anquetil, qui a été tellement décrié à l'époque, qui n'était pas très aimé du public? Est-ce que c'était juste? C'était une jeune personne, c'était très très simple. Bon, bien sûr, c'était Jacques Anquetil, j'en ai parlé, mais en vrai, dans la vie, il était vraiment simple. Surtout il aimait bien parler avec les petits coureurs, tout ça, ça les changeait. Moi, j'ai fait souvent des courses avec lui, en fait... souvent, je gardais ses enfants au Trofeo Barry. Moi, je vais garder ses enfants. Par contre, une fois, j'allais lui faire gagner Paris-Tour. Et j'ai couru par la même équipe. À l'entrée de Tours, à 5 km de Tours, en fait, on a passé la journée ensemble. Les autres faisaient des bordures. Et nous, on faisait une bordure à deux. C'est-à-dire que lui, il roulait et moi, j'étais dans la roue. Il fait tout Paris-Tour comme ça. Et à 5 km de la rue, je lui ai dit, écoute, Jacques, accélère, je fais la cassure. Il s'est mis à rouler à fond, et donc il a pris 300 mètres, et moi je roulais derrière, puis le gars derrière moi, il s'est pas aperçu que Jacques était parti. Malheureusement, à 200 mètres de l'arrivée, le signaleur qui dévie les voitures, lui, comme lui, ça l'intéressait pas tellement les classiques, il savait même pas où c'était l'arrivée. En fait, il a suivi le fléchage, le gars, il y a une flèche devant, et il est parti dans une cour d'école, et il a perdu Paris-Tour comme ça. Et moi, je me suis contenté de la 7e place. Du coup, voilà. Mais là, il aurait gagné Paris-Tour grâce à moi. Il était bien content. Ah ben oui, c'est... Il met le signal devant, il est rentré il a suivi les motos, il est entré dans l'école. Oh putain. Ah ouais, c'est con. Ah ouais, parce qu'il aurait gagné le classique, il n'en a pas gagné beaucoup. Hein. Gagner Paris-Tour pour lui, c'était bien. Pour moi aussi. Oui, bien sûr. Alors... Je voulais rentrer chez Bic, je voulais rentrer parce que pour être avec lui, quoi. Non, c'était un super monsieur, gentillesse. Bah, tout le monde vous dit que personne ne dira du mal de lui. Hein. Franchement, c'était vraiment la classe. Hein. Ouais, surtout les jeunes, il était bien avec les petits coureurs. Rien comme des carafons, mais alors lui, non, c'était la super classe. Ah oui, il est mort jeune, c'est dommage. Ouais, c'est vrai que c'est souvent des mots qui... Moi, j'ai dit 4 ans avec Poulidor aussi, quoi. Alors, avec Raymond Poulidor, tiens, des anecdotes avec Raymond Poulidor. Pas grand chose à dire, hein. Bon, il courait. Ah si, il a gagné le Dauphiné grâce à moi. J'étais pas à son équipe. Enfin, c'est grâce à Annie Cordy surtout. Alors moi j'étais échappé et donc j'étais lâché dans le dernier col à Grenoble et j'avais Annie Cordy qui suivait la course. Puis moi on avait sympathisé parce qu'elle faisait le spectacle le soir. Elle m'a remorqué pendant 2 km dans le col comme ça, elle m'a donné sa main. Parce qu'Annie Cordy était dans une voiture suiveuse et elle vous a attrapé par le bras, oui. Il m'a dit, et Poulidor il a attaqué derrière moi, il m'a rejoint, il m'a dit vas-y Marca, je te paye. Enfin, du coup je suis parti à fond et en 10 km dans ma roue, il y a dans ma roue, dans la descente et tout, j'ai fait le motard, l'ouverture de route. Et on a mis 2 minutes à l'Espagnol, il avait 8 secondes de retard, il a gagné avec 2 minutes d'avance. Et grâce à moi et grâce à Annie Cordy. Voilà, parce qu'il faut dire que vous aviez... Allez, on a quelqu'un là qui nous dit le col de Porte qui se souvient de ça. Voilà.
Et puis après, à la descente, moi j'étais un super descendeur. Et oui, parce que il faut dire que vous étiez lâché et que donc si Annie Cordy ne vous a... J'aurais pas été au moment où Poulidor, en haut du col, juste en haut du col, il a attaqué à 500 mètres, il a pris ma roue, et moi j'ai fait la descente et j'ai fait le motard, voilà. Donc il a pu descendre à fond, il avait quelqu'un qui ouvrait la route, quoi. Et moi j'étais un super descendeur, et là, on a mis 2 minutes en 8 km à Urien, voilà, qui était deuxième. Ah oui, mais après il m'a donné un beau billet, Surtout venant de lui, c'est une grosse valeur. Oui. Alors, donc c'est quand même grâce à vous que Raymond Poulidor a gagné le premier Dauphiné. Son premier critérium du Dauphiné libéré. Voilà, après il en a gagné 2. 2 ans après. Ouais, 2 ans après. Alors qu'est-ce qu'on a alors qu'on entend le direct en même temps derrière nous, puisqu'il y a même des personnes qui sont autour de nous et qui regardent la vidéo en direct. Alors on a raconté donc l'histoire avec Raymond Poulidor. Est-ce qu'on a une anecdote avec Eddy Merckx dont on voit le maillot juste ici? Eddy Merckx, c'est un critérium de Lorient. Il voulait absolument gagner. Et moi aussi, quand j'habitais à la région de Lorient. Et alors tu dis, si tu me laisses pas gagner, tu feras plus critérium en France, tout ça. Moi j'ai dit, je m'en fous. Et puis le directeur de course, il est venu, l'organisateur, et il faut qu'il gagne parce qu'autrement l'année prochaine il n'y aura plus de critérium. Bon, j'ai dit, tu gagnes, tu me donnes ton maillot. Mais j'ai mis 3 ans pour récupérer le maillot. Et je l'ai vendu peut-être 50 €. Et là, il y avait monsieur, le gros collectionneur, comment il s'appelle, le Montpellier, là, le président de Montpellier, là, Nicolas. Louis Nicolin. Louis Nicolin, il m'offrait 10 000 € pour le maillot Eddy Merckx. 10 000 €. Et puis malheureusement, il est mort une semaine après. Et ce maillot-là, je l'ai vendu 50 €. À cette époque-là, on ne savait pas qu'il allait y avoir cette mode du vintage et puis les collectionneurs, quoi. Ah ouais, ce maillot-là, c'est fou. Quand je vois à chaque fois, c'est comme ça, hein, mais en sachant les choses, c'est comme le numéro de la loterie. Si on pouvait avoir le numéro de la loterie avant de jouer. Ouais, mais autrement, lui, il était bon, sympa, pas plus que ça. Enfin, il était surtout annulé par les victoires. C'était vraiment un cannibale. Lui, c'était un grand coureur quand même. C'était un des meilleurs après Coppi, quoi. Parce que Coppi, il a couru quand même 5 ans de moins avec la guerre. C'est les belles années. Mais il y avait moins de courses aussi, c'est ça. Hein. Ouais. Non, mais ça se passe bien. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre comme anecdote? Est-ce qu'on raconte l'anecdote avec Jean Gragzik ou on la raconte pas? Pour lequel? Popov. Popov? Ah oui. Ah oui, Popov qui serait devant la glace. Ah oui. J'étais en chambre avec Popov Gragzik, là, qui était chez Eliette, là, c'est mon premier. On m'avait désigné pour l'accompagner tout le temps. Enfin, j'étais dans la chambre à côté et j'entendais quelqu'un qui parlait tout ça. J'entendais, je vais les écraser, je vais les tuer. Et là, j'ai entrouvert la porte, c'était Gragzik qui se regardait dans la glace. Et puis en même temps, il avait une valise avec des produits, avec des tubes dedans. Il piochait là-dedans, il prenait des tubes comme ça, mais sans même pas regarder ce que c'était. J'ai dit, oh, celui-là, il va pas aller loin. J'ai dit, il va attaquer au départ. Et même finalement, il fait 2e de Liège-Bastogne-Liège, battu par Willy Wanitsen, qui était un super sprinter. C'est incroyable. Il prend des produits au départ comme ça, surtout la course, ça fait 240 km. Bon, ouais, c'était un bon coureur, un peu fantasque, quoi. Il avait une bonne réputation, il était un bon coureur. C'était les vedettes de l'époque, quoi, voilà. Et oui, c'était le coureur le plus populaire du Tour de France 1960. Allez, alors là on voit aussi le maillot Saint-Raphaël derrière, puis on voit un maillot Ford qui est apparu pour la première fois dans le peloton en 1965. Nous sommes à Marseille. On salue bien sûr Louis Rostolan, je crois que vous appréciez beaucoup. Oui, Loulou, ouais, j'ai couru avec lui chez Marina Paloma. Une année j'étais avec lui, dans cette équipe-là. Non, chez Camomé. Chez Camomé, excuse-moi. Marina Paloma, je comprends. Oui, parce que Marina Paloma, c'est pas à Montes. En 62, j'étais à l'équipe Marina Paloma de Marseille ici, là, avec Raoul Rémy, candidat sportif. Il y avait dans l'équipe, il y avait donc Luzon Bobet et Robic. Tout le monde parlait de ça, Luzon Bobet et Robic. Et Bahamontes. Et puis Michel Jazzy, c'était le parent de l'équipe. Et il y avait moi aussi. Puis il y avait Mathieu, il y avait tous les Marseillais, quoi. Anastasie, tout ça. C'était la grande époque. On rappelle la jeunesse. Les Marseillais, mais il y en avait beaucoup de coureurs marseillais. Jean Anastasie, il avait fait 2 de Paris, de Milan-San Remo. Pas Jean, c'était son frère. Jean Anastasie, c'était le costaud.
Ah ouais, il y aurait beaucoup de directeurs sportifs comme Marnia Paloma. Ouais, il y a eu des bons coureurs à Marseille. À CBI, quoi, CBI aussi. Plus tard. Mais c'est vrai que je crois que vous avez commencé chez Elliott. Elliott, en 61, oui. Oui, oui. Donc il y avait déjà Louis Rostolan là aussi avec Jacques Anquetil. Oui, il y avait déjà dedans, mais c'était une grande équipe. Il y avait Anquetil, il y avait Stravinsky, il y avait des Hollandais. Non, c'était la meilleure équipe à cette époque-là. Hein. Bon, alors est-ce que vous avez des anecdotes avec Jean Stablinski ou est-ce que ça sert à rien de parler de lui parce que c'est un filou. c'est un filou. Un filou. Ah ben super intelligent quoi. Parce que dans les championnats, sa spécialité, c'était dans les échappées avec un équipier à lui. Alors il flattait l'équipier, tu es fort, vas-y attaque, je vais faire le frein. Au fait, il partait, il lançait un équipier à lui, comme ça lui il roulait pas, il suçait les roues des autres et après, et quand il voyait que le quart tombait, il roulait aussi contre son équipier et à la fin, il flinguait quoi. Mais il a été champion de France 4 fois pratiquement avec la même méthode. Et il a été champion du monde exactement pareil. Il y avait Elliott qui était irlandais, qui courait dans la même équipe, donc ils étaient échappés. Il a dit putain tu es bien. Alors donc il l'a encouragé à attaquer, il a attaqué, et lui derrière il roulait pas parce que c'est pas la même nationalité, mais c'est la même équipe quoi. Et ben à la fin ça a pas loupé, dès que l'autre était rejoint, il a attaqué, puis ils étaient fâchés parce que l'autre il aurait jamais voulu attaquer, donc l'autre il est pratiquement obligé à attaquer quoi. Parce que lui après il suçait les roues des autres quoi, et à la fin il les a flingués quoi. Ah bah c'est un vélo aussi de tactique hein. Ouais. Bon, c'est autre chose. Il faut le résultat qui compte. Hein. Il n'y a que le résultat qui compte. Oui, il n'y a que le résultat qui compte. Eh bien, merci beaucoup. Donc, où est-ce qu'on va vous retrouver? Tiens, dites-nous. Là, on est. J'ai été invité par M. le maire, M. Bruno. M. Pagnot, voilà. J'aime bien ces restaurants. Ils sont très, très sportifs. D'accord, donc c'est le fameux rocher qui est éclairé la nuit. Donc les 7 et 8 mars pour Paris-Nice, oui, donc ouais, je serai là-bas. Voilà, qui arrivera et on pourra voir. Donc voilà, et on aura tout. Allez, le rocher Provence Dauphiné, dit-on. Donc voici le camion et puis vous voyez donc à retrouver sur cycle-marcarini.com. On a l'hélicoptère juste là-bas puisque le direct a commencé avec les supporters. Et alors, qu'est-ce que je dois faire? Dites-moi tout. Valide. Oui. Oui. Je te l'ai demandé de me mettre sur le groupe. Il me l'a indiqué, Cyclisme Attitude. Ah, sur Cyclisme Attitude. Alors on va gagner des supporters sur Cyclisme Attitude. Voilà. Oui, c'est celui-ci. Tiens, voilà. Hop, on peut filmer. Regardez, me voici. Allez, on me voit, c'est parfait. Donc, et on a l'hélicoptère et puis les coureurs d'Astana là-bas. Oui, voilà, donc en direct du Tour de la Provence à Marseille, en face du Château d'If, de Frioul un peu plus loin, et puis l'hélicoptère. Donc pour le direct, on va faire des directs tout au long de la journée et on va parler également matériel. Voilà, donc ça c'était les anecdotes avec Gianni Marcarini, donc ancien coureur cycliste, une légende des critériums à l'époque où les critériums étaient prisés. Vous regardez, on a un beau maillot de l'équipe AG2R La Mondiale. Je ne peux pas ne pas vous montrer ce maillot. Voilà, si vous voyez Gianni Marcarini. Voilà, donc le maillot AG2R La Mondiale signé. Et donc si vous souhaitez vous procurer ce maillot, je vous rappelle que cette année encore, donc nous repartons pour une nouvelle saison avec AG2R La Mondiale et Vivons Vélo. Voilà, donc nous sommes en direct et puis on va faire donc des directs maintenant pour parler matériel avec les différents mécaniciens et puis on va voir aussi les directeurs sportifs. Je vous dis à tout à l'heure. Abonnez-vous à Cyclisme Attitude pour être certain de ne rien rater. Et surtout, bien sûr, gardez la Cyclisme Attitude. Et puis, je vous dis donc à tout à l'heure pour des interviews avec les coureurs et avec les mécaniciens, les directeurs sportifs et tous les staffs donc, des équipes ici présentes. Au Tour de la Provence à Marseille pour ce prologue. Tour de la Provence 2024, donc, qui, allez voilà, peut-être le fils d'Alexandre Vinokourov,
et puis un autre coureur qui part au départ. A tout à l'heure, gardez la cyclisme attitude, on se retrouve pour parler matériel.